Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Voici les titres de ce journal. FI Sénégal, la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal, 2 jours pour convaincre les investisseurs sénégalais et étrangers. Le président Bassirou Diomaye Faye invite les partenaires à bâtir de véritables partenariats stratégiques. Rentrée scolaire 2025, des millions d'élèves attendus dans les écoles ce mercredi 7 octobre. Nous irons dans les établissements, 8 octobre, pardon. Nous irons dans 2 établissements à Niakhène, tout est prêt pour réaliser le concept Ubi Tay Jang Tay. À l'école Sato Ezaikou de Yoff Nord-Foire, de nombreux parents ont fait transférer leurs enfants en raison de l'insécurité et de l'insalubrité installée par un arrêt de bus. Épidémie de la fièvre de la vallée du Rift, y a-t-il un risque de propagation à travers les abattoirs? Nous nous sommes rendus à la Sogas ex-Seras à Pikine. Vous verrez que le contrôle vétérinaire, déjà très strict en temps normal, a été renforcé. Et puis, dans l'actualité des sports, le premier galop d'entraînement des Lions à Juba, à quelques jours de la rencontre quasi décisive entre le Soudan du Sud et le Sénégal. La deuxième édition du Forum Invest in Sénégal s'est ouverte ce matin à Dakar devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement du continent et des centaines d'investisseurs. Le président Bassirou Diomaye Faye a invité les partenaires à aller au-delà du simple apport de fonds. Abdou Diouf Diagne et Amadou Bamba Samb ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Voici leur compte-rendu. Le Sénégal dispose d'atouts indéniables et d'opportunités économiques diversifiées dans plusieurs secteurs clés. C'est ce qu'a tenu à rappeler le président de la République en ouvrant la deuxième édition du Forum Invest in Sénégal. De l'exportation des matières premières brutes à la transformation locale, et vous êtes invités à investir dans la réalisation des ports agricoles intégrés, les agropoles. L'énergie verte, avec des opportunités immenses dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert, la transformation minière et pétrochimique, avec la construction d'unités de transformation locales, notamment du zircon, de l'or, du phosphate, du gaz et du pétrole. L'économie bleue, en mettant l'accent sur la pêche, l'aquaculture et les biotechnologies marines, qui sont des domaines immenses encore sous-exploités. Bassirou Diomaye Faye souligne que le Sénégal ne cherche pas seulement à attirer des capitaux étrangers, il vise bien plus. Je dois préciser que nous visons plus que de simples investisseurs. Nous recherchons des partenariats stratégiques reposant sur plusieurs piliers, parmi lesquels, premièrement, le transfert de technologies et de compétences pour former une main-d'œuvre qualifiée. Deuxièmement, l'intégration systématique des chaînes de valeur locales, en privilégiant l'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises sénégalaises, ainsi que les investissements qui participent au développement d'une industrie nationale intégrée. Le président a également révélé que le Sénégal a besoin d'un financement estimé à 1,7 milliard de dollars pour concrétiser son New Deal technologique, un programme ambitieux destiné à moderniser l'économie nationale et à stimuler l'innovation. Venons-en maintenant à ce communiqué du gouverneur de la région de Dakar relatif aux cérémonies publiques à caractère familial ou traditionnel sur la voie publique et sans déclaration préalable. Il s'agit notamment des cérémonies de baptême, mariage et autres événements similaires qui entraînent des perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique. Dans son communiqué, le gouverneur de Dakar rappelle que la voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens.
son utilisation à des fins privées ne peut se faire qu'à titre exceptionnel. Le gouverneur poursuit que, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute occupation de la voie publique, à quelque titre que ce soit, doit être préalablement déclarée à l'autorité administrative compétente au moins 3 jours avant sa tenue. Le gouverneur de Dakar, qui en appelle au sens civique et à la responsabilité de tous, avertit que le non-respect de ces obligations expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi. Autre aspect de l'actualité, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise n'exclut pas d'aller en grève de la faim pour rétablir ses droits. Ses membres lancent un appel au gouvernement pour la satisfaction de leurs revendications. Voici Omar Dramé qui est leur porte-parole au micro de Maïmouna Ndiaye et Amadou Ba. Si les autorités donc ne prennent pas des mesures, nous allons passer à la vitesse supérieure. Parce que quand même un syndicaliste, quand il engage dans une bataille ou bien dans un combat, il va aller jusqu'au bout pour la satisfaction, n'est-ce pas, totale de ses revendications. C'est pourquoi, si les autorités ne nous entendent pas pour reprendre ces travailleurs, nous allons donc organiser à travers des plans d'action, des marches, nous n'excluons pas d'organiser des marches, des sittings et même une grève de la faim. S'il y a eu lieu de faire, on le fera pour véritablement préserver la dignité de ces pères et des mères de famille qui souffrent énormément, qui sont dans une psychose sans précédent. Les vacances scolaires, c'est fini. Après la rentrée des enseignants hier, des millions d'élèves commenceront à reprendre le chemin de l'école demain, mercredi, sur l'ensemble du territoire sénégalais. À Niakhène, dans le département de Tivaouane, tout est fin prêt pour accueillir les apprenants et pour démarrer effectivement les enseignements le jour de l'ouverture. Reportage Charanta Diop, c'est la tire. Toute la famille éducative de Niakhène est fin prête pour une rentrée des classes effectives. Le maire de Niakhène, les directeurs d'école, les enseignants, parents d'élèves, l'IEF de Tivaouane ont pris toutes les dispositions. Je suis venu ici à Niakhène, jour d'ouverture du personnel enseignant. C'est pour que, à l'ouverture, que le concept Ubitei Djangetei soit une réalité. Et avec ce que nous avons vu, nous pensons que, Inch'Allah, le 8, les élèves vont venir à l'école. Le sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène félicite les jeunes, les associations sportives qui ont pris le taureau par les cornes pour rendre propres les 12 écoles de la commune et le lycée de Niakhène. Depuis mon arrivée à Niakhène, j'ai constaté que à la veille de chaque rentrée, toutes les associations se mobilisent en tout cas pour mettre l'école dans d'excellentes conditions, notamment dans le nettoiement, mais également dans le désherbage. Cela montre véritablement le rôle et la place que toutes les populations ont mis l'école devant. L'IEF de Tivaouane a rappelé aux acteurs de l'éducation que la commune de Niakhène a fait d'excellents résultats au CFE. Elle s'est classée deuxième avec 89,7% derrière Ngaïmekhe. Un autre aspect, les élèves des écoles coraniques qui se sont distingués lors des concours de récital de Coran sont sortis des daras de Niakhène. À Mbour, l'association Mbour Dingol a procédé au nettoyage des écoles de Gouy-Mouride, un des foyers qui ont organisé le Kankourang cette année. L'association veut contribuer ainsi à la mise en état des établissements en vue du démarrage des cours dès demain. Un grand défi, surtout après un hivernage pluvieux et les risques sanitaires. Reportage Ndeye Matidien, Mamadou Gueye. Un acte de citoyenneté, affirme-t-il, pour clôturer la célébration du Kankourang. Le désherbage des écoles pour Mbour Dingol est, selon eux, le minimum que puissent faire les associations culturelles afin que la rentrée scolaire 2026 soit effective dès le premier jour. Nous avons été avec ces enfants durant tout le mois de septembre dans les Lels. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste une façon de leur montrer le bon exemple. Même son de cloche du côté de Mor Diop, coordonnateur de Juju Espagne Mbour Dingol. Nous allons faire de notre mieux pour accompagner le quartier et nous voulons que le Ubitei Djangetei soit une réalité. De telles initiatives sont à saluer, estime Alioune Ndiaye, directeur d'école, qui se dit surtout impressionné par
par la non-violence prônée par ce foyer durant tout le mois de septembre manding. Je voudrais d'abord les féliciter pour vraiment ce que j'ai constaté et ce que tout le quartier a constaté. C'est une structure qui, pendant ses activités, ont déroulé sans qu'on puisse vraiment avoir une quelconque récrimination à leur faire. Ils ont fait vraiment leur activité sans violence. Et le prolongement à laquelle nous venons d'assister, qui est vraiment l'investissement humain au niveau de l'école. Les membres de Mbour Dingol lancent ainsi un appel à toutes les associations culturelles du département pour qu'elles s'impliquent dans la préparation des écoles. D'ailleurs, pour leur part, ils se sont engagés à pérenniser cette responsabilité citoyenne. Arrêtons-nous maintenant sur le cas de l'ex-école japonaise de Yoff Nord Foire. À quelques heures de la rentrée, l'école élémentaire Sato Ezaku continue de perdre des élèves. La raison, une insécurité permanente ajoutée à une grande insalubrité causée par l'installation de l'arrêt du bus Tata de la ligne 34. Beaucoup de parents ont demandé le transfert de leurs enfants vers des établissements plus sûrs. Parents et enseignants se mobilisent quand même pour sauver l'école. Reportage Pape Djibril Gueye, Amadouba. De la rentrée scolaire, seuls 10 élèves se sont inscrits à l'école Sato Ezaku, ex-école japonaise. Ici, l'ambiance est marquée par la ruée des parents pour le transfert de leurs enfants vers d'autres établissements. J'avoue que c'est une bonne école, mais à cause de l'insécurité qui règne, je suis obligée de retirer ma fille pour l'inscrire dans un autre établissement. L'arrêt de bus Tata ligne 34 et le parking devant l'établissement sont à l'origine de cette situation. Il y a un garage qui est à côté de la porte principale de l'école, un garage de bus, ce qui fait que le stationnement, quand il démarre, ça fait du bruit, ça gêne les enseignements-apprentissages. Ensuite, il y a les personnes aussi qui font leurs besoins aux alentours du mur de l'école. Il y a aussi des problèmes d'insécurité en général, quoi. Les responsables lancent un appel aux autorités compétentes pour que l'établissement soit sécurisé. Tout ce que je demande, c'est le déguerpissement des bus Tata au niveau de l'école. Parce que l'école est incompatible à ce garage-là. Vraiment, ça nous dérange, ça nous empêche de travailler et c'est l'insécurité totale. Selon le directeur, des accidents impliquant des élèves sont fréquents. Un brillant élève du nom d'Abdou Karim Samb a été mortellement heurté par un des Tata stationnés devant l'établissement. Interpellés, les responsables du garage souhaitent garder le silence. Autre école où la rentrée risque de ne pas se passer normalement, les établissements situés dans la commune de Balou, près de Bakel. Le maire de la localité regrette que les élèves de la zone ne puissent pas reprendre le chemin de l'école comme leurs camarades des autres régions à cause de la crue du fleuve Sénégal. Le voici au micro d'Ibrahim Kamara. Aujourd'hui, malheureusement, les élèves de la commune de Balou n'iront pas à l'école cette année encore. Et il y en a pour peut-être quelques semaines encore pour cela. Et ça pénalise aussi les élèves de cette commune. J'avais fait appel à l'État. À défaut de construire des logements sociaux, comme on fait à Dakar ou ailleurs, il y en a. Si on ne peut pas faire ça, aider les populations qui sont démunies en tonnes de ciment, en fer, en sable, et on leur demande leurs propres bras pour qu'ils puissent construire. Et ça n'a pas été fait. Et c'est ça le véritable drame de la situation. Ce qui nous amène à parler des inondations dans la région de Matam. Ce soir, nous nous rendons à Djela, une localité de la commune de Horkadiéré. Des maisons effondrées et des familles sans abri et sans assistance de l'État. Les jeunes du village soutenus par les dignitaires de la localité s'attellent à construire des digues de fortune pour arrêter les eaux. Reportage Ali Bandelnion. Des jeunes qui se mobilisent, remplir des sacs à terre pour tenter de freiner le ruissellement des eaux du fleuve Sénégal, mais malheureusement sans aucun impact majeur. On est bien à Yella, dans la commune de Horkadiéré, au cœur du département de Kanel.
Le fleuve Sénégal, qui a quitté son lit naturel depuis plusieurs jours, poursuit sa progression jusque dans les chambres à coucher. Ici à Yella, il n'y a plus de place pour de nouvelles familles sinistrées à déplacer. Donc le village est complètement inondé. Et il y a des maisons même qui commencent à s'écrouler. Et il y a des familles déjà qui sont déménagées. Et d'autres patautent dans l'eau. Et là vraiment ils vivent dans un calvaire notoire. Et nous lançons un appel aux autorités quand même de venir en aide de ces populations. Et d'autant plus que vous savez actuellement, nous sommes en période de menace de cette maladie qui est là, qui est une épidémie, la fièvre de la vallée du Rift qui est là. Tout le monde connaît sa mode de transmission, vraiment tellement rapide. Donc ces habitants, ces populations qui patausent dans l'eau, qui vivent dans l'eau, d'autres qui sont obligés de se déménager, d'autres qui vivent sous des tentes, sans moustiquaires, là ils sont trop exposés. Visiblement laissés à eux-mêmes, même les notables et dignitaires religieuses ne font plus exception. Tous des volontaires pour tenter d'endiguer le reste du village de Yella. Mais malheureusement, le fleuve a pris de la hauteur et la digue a été un peu érodée. Et aujourd'hui, on a décidé de venir renforcer la digue. Et on l'a fait. Et comme vous le voyez, d'amont en aval, il y a des eaux qui quand même essaient d'encercler la digue. Là, ce sont des eaux qui viennent du village, qui attaquent la digue. De l'autre côté, c'est le fleuve qui attaque la digue par érosion hydrique. Donc nous, on a fait ce qu'on a pu faire. C'est juste à la hauteur de nos moyens qu'on a quand même renforcé la digue. Quand même, on appelle vers les autorités de venir en aide. On n'a pas attendu qu'ils viennent, nous on a pris les devants. Mais juste on a fait là où nos moyens s'arrêtent. Donc on appelle aux autorités de venir quand même renforcer cette sécurité, la sécurité des habitants, pour au moins se freiner l'avancée des inondations. Comme à Yella, c'est toutes les localités de cette zone qui vivent en ce moment les mêmes calvaires. Et pendant ce temps, sous-préfet, préfet, maire, tout comme le gouverneur, tout ce beau monde attend toujours une première réaction de l'administration centrale pour espérer aller au chevet de toutes ces familles éprouvées. La fièvre de la vallée du Rift évoquée dans ce reportage qui progresse dans le nord du pays. Résultat, l'inquiétude gagne le secteur de l'élevage. Depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 25 septembre dernier, on dénombre 11 morts et plusieurs dizaines de cas confirmés. Cette maladie virale transmise principalement par les moustiques touche d'abord le bétail et provoque d'importantes pertes économiques. À Dakar, la Sogas ex-Seras, principal marché de viande de la capitale, est également concernée. Les services vétérinaires y effectuent des contrôles très stricts pour assurer la qualité de la viande proposée à la consommation. Reportage Abib Faye. La fièvre de la vallée du Rift continue de se propager dans le nord du pays. Une maladie virale qui touche principalement le bétail et menace tout un pan de l'économie pastorale. Malgré la situation, les acteurs se veulent rassurants. Ce sont les vétérinaires qui assurent le contrôle sanitaire. Une fois leur inspection terminée, je prends le relais pour apposer le tampon qui atteste que la viande est propre à la... Le feu de la grillade continue d'animer le décor. Les clients, eux, font confiance au contrôle mis en place. Cette maladie n'existe pas ici à la Seras. Je peux l'affirmer car nous sommes bien équipés. Le contrôle est correctement assuré, la transparence est garantie et les vérifications respectent toutes les normes. La Sogas et les services vétérinaires affirment avoir renforcé la surveillance sanitaire et les campagnes de sensibilisation auprès des éleveurs. Nous avons acheté cette viande à la Seras. Elle est certifiée par les vétérinaires, ce qui garantit qu'elle est propre à la consommation. Avant la mise en circulation, la viande est soigneusement inspectée et un reçu nous est remis comme justificatif de sa conformité. Seules les viandes portent. La fièvre de la vallée du Rift inquiète, mais les autorités
appelle à la vigilance et à la prudence, sans céder à la panique. Et puis vous le savez, ce mois d'octobre est un mois de mobilisation et de sensibilisation sur les cancers féminins, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. À Ziguinchor, des cas suspects à confirmer ont été dépistés dans la région. Des cas suspects mais à confirmer, je le répète, par des médecins spécialistes faisant partie de la caravane nationale, faisant partie de cette caravane donc qui a fait 3 jours dans la région sud. L'information a été donnée par le coordonnateur national de cette caravane organisée dans le cadre d'Octobre Rose. Il est par ailleurs conseiller technique au ministère de la Santé. Le docteur Mordiagne au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Du col de l'utérus et du sein, en tout cas ces 2 cancers-là représentent en tout cas plus de la mortalité pour ces 2 cancers est beaucoup plus importante que la mortalité en tout cas de toutes les autres affections réunies. Alors c'est dans ce cadre que nous avons initié une caravane qui va sillonner toute la région de la Casamance naturelle. Et cette étape-là de Ziguinchor est une étape cruciale. Donc on est déjà à mi-chemin de la caravane. Et en tout cas pour les 3 premiers sites, nous avons pu dépister 721 femmes entre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et parmi ces femmes dépistées également, nous avons vraiment des cas qui ont nécessité des examens complémentaires à travers des frottis pour certains, des échographies mammaires pour d'autres, et en tout cas ou bien une biopsie. Alors juste pour dire vraiment l'ampleur de ce qu'on est en train de faire et également la pertinence même eu égard vraiment au nombre de femmes qui ont été dépistées. À Malika, les retraités tirent la sonnette d'alarme des montants de pension jugés insuffisants, l'absence de représentation des personnes du 3e âge à l'IPRES. Ils dénoncent ces retraités une situation devenue intenable et réclament un audit ainsi qu'une révision des textes organisant l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Ils menacent même de descendre dans la rue pour se faire entendre. Aminata Ba et Ousmane Baldé. Des pensions jugées dérisoires, l'association des retraités et veuves de Malika en a marre. Elle a lancé un cri de détresse. La situation plonge les retraités dans de nombreuses difficultés au quotidien, selon Amdi Moustapha Ngom. Pour montrer notre détermination à faire face aux agressions multiples de l'IPRES, nous avons pleuré pendant des décennies. On dit souvent que les larmes sèchent, mais les blessures restent. Nous déplorons les pensions dérisoires, revoir la situation des pensions, revoir la situation des veuves et des orphelins. C'est ça notre combat. Ces retraités pointent également du doigt la gestion de l'IPRES, l'institution chargée de la retraite, et réclament son audit. Il y a une malgouvernance profonde. Personne ne peut imaginer ce qui se passe à l'IPRES. Nous interpellons le Premier ministre. Nous ne pouvons même pas nous soigner alors que 4 milliards de francs CFA ont été décaissés. Les centres de santé manquent même de médicaments. Ces retraités de Malika souhaitent par ailleurs être représentés au sein du conseil d'administration de l'IPRES afin de mieux porter leurs revendications. Il est incompréhensible, inconcevable et inacceptable que le retraité, grâce à qui l'IPRES existe, soit qualifié de bénéficiaire et placé à l'extrémité de la chaîne. Toutes les décisions sont prises à l'insu du retraité. Donc, logique pour logique, le retraité doit directement être impliqué dans la gestion de l'institution. L'association des retraités et veuves de Malika, appuyée par l'association des veufs, veuves et orphelins du Sénégal, n'exclut pas d'organiser une marche dans les prochains jours pour exprimer sa colère. Tout autre chose maintenant avec le Sénégal qui risque de renouer avec les délestages si l'État ne règle pas la dette colossale de la Sénélec qui est estimée à 250 milliards de francs CFA et qui, selon le secrétaire général du SUTELEC, le syndicat des travailleurs de la Sénélec,
voit chaque année s'ajouter 4 à 5 milliards de francs CFA à cette dette. Le secrétaire général du Sutelec qui s'est également prononcé sur les factures d'électricité jugées trop chères par les consommateurs. Il soutient qu'il n'y a pas de hausse, c'est seulement à cause de la forte consommation en cette période. Une version démentie par le président du Forum des jeunes consommateurs du Sénégal, selon qui c'est le système utilisé par la Sénélec qui est le problème. Explication, Pape Faraning. L'électricité très salée font graisser des dents chez les consommateurs. Beaucoup d'entre eux soupçonnent une hausse du prix du kilowattheure, une hypothèse démentie par la Sénélec qui soutient que la cause réside dans la période de forte consommation. L'électricité n'a pas subi de hausse depuis le 1er décembre 2023. Donc il n'y a pas eu de hausse, c'est la forte chaleur qui a fait que les consommations ont augmenté. Et par conséquent, si les consommations augmentent, c'est tout à fait normal que le prix d'achat soit augmenté parce qu'il y a le tarif qui est multiplié par la consommation. Les consommateurs, très mécontents, déversent leur bulle sur la Sénélec, notamment à cause de la décision d'appliquer un système de tranches pour la facturation. C'est un système que l'État du Sénégal avait pris en Afrique du Sud. C'était un tarif, une tranche. Par la suite, la Sénélec a voulu le faire en trois tranches, en voulant expliquer des tranches initiatives entre autour pour aider le consommateur. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Selon la Sénélec, si l'État ne paye pas sa dette, le pays risque de renouer avec les délestages. Cette menace intervient au moment où les consommateurs annoncent une plainte contre la société d'électrification. Par contre, nous allons porter plainte contre la Sénélec pour surfacturation des consommateurs. Les consommateurs réguliers qui payent régulièrement le facture, le dû, la Sénélec les surfactures par des consommateurs irréguliers, ce qui est anormal. La dette plombe l'activité de Sénélec dans la mesure où l'État et ses démembrements à travers l'administration centrale et l'administration décentralisée, entendez par là les collectivités locales, l'éclairage public. Ensuite, il y a les forages, les universités, les hôpitaux qui doivent plus de 250 milliards à Sénélec. Et Sénélec est obligé d'aller emprunter dans les banques pour pouvoir continuer à fournir une électricité en quantité et en qualité. Et si on ne prend pas garde, on va aller vers des délestages parce que Sénélec ne pourra plus avoir de quoi aller acheter du carburant pour pouvoir assurer la continuité de l'électricité. Hausse du prix ou pas, le constat est là. Les dernières factures, y compris les kilowattheures pour le système WAF, sont excessivement chères. Les usagers sont pénalisés et supportent parfois des taxes de près de 20% sur leurs factures. Toujours au chapitre des relations parfois difficiles entre les consommateurs et les concessionnaires de services publics, le torchon brûle entre les populations de Makacouli-Bantan et la SOGES. Des centaines d'habitants de Makacouli-Bantan ont battu le macadam pour exprimer leur ras-le-bol face à la gestion du forage de leur commune. Arborant des brassards rouges, des manifestants ont dénoncé le manque récurrent d'eau, la mauvaise qualité de celle-ci et la cherté des factures jugées exorbitantes. Ils réclament le départ immédiat de l'entreprise concessionnaire qu'ils accusent de services défaillants. Mamadou Diouf. La SOGES qui est censée nous fournir de l'eau potable nous prive au contraire de ce droit fondamental. Elle nous a promis de l'eau potable, mais elle nous a donné des tuyaux cassés qui laissent des eaux stagnantes qui servent d'abreuvoir à des animaux, créant ainsi des risques sanitaires majeurs pour nos populations. La SOGES a donné des maladies, des souffrances et des douleurs. L'eau qu'elle nous fournit est contaminée et nous payons le prix de sa négligence. Mais le comble, c'est que la SOGES a accumulé des dettes envers la Sénélec, qui a décidé de couper l'électricité au forage pour factures impayées de plus de 38 millions de francs CFA. Cette coupure
a des conséquences lourdes pour les habitants de Maka. Les femmes passent des heures à chercher de l'eau. Les agriculteurs voient leur récolte compromise par manque d'eau. Les activités économiques sont paralysées. Alors, monsieur le sous-préfet, nous demandons que la SOGES soit sanctionnée par ces erreurs. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures urgentes pour résoudre cette crise et garantir l'accès à l'eau potable pour tous les habitants de Maka. Nous demandons la récupération de notre forage pour une gestion communautaire. Dans l'actualité des sports, les dernières journées des qualificatifs au Mondial 2026. On parle football, à l'exception d'Ismaël Jacobs resté à l'écart. Tous les autres Lions ont participé au premier galop d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal qui prépare sa confrontation avec le Soudan du Sud ce vendredi à Djouba. Une séance dans une bonne intensité pour montrer la détermination des Lions à remporter les 3 points et à conserver leur première place du groupe B. Compte rendu, Chersat Boudjara. Observation de balle, transition rapide. Les Lions sont au taquet pour affronter les Bright Stars du Soudan du Sud. Ils annoncent la couleur à l'issue de leur premier galop d'entraînement à Djouba. Seule la victoire compte à leurs yeux. Tous les matchs, c'est difficile, donc c'est à nous de se concentrer sur ce qu'on doit faire. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a et l'équipe qu'on a et des jeux qu'on a, des qualités qu'on a dans cette groupe, je pense qu'on est prêt à aborder ce match pour pouvoir gagner ce match. Donc je pense qu'on va le faire. On va aborder ce match avec confiance. Je pense qu'on a une très bonne équipe et on est venu ici pour prendre les 3 points et pour garder notre première place. Un objectif qui ne va pas être de tout repos. On sait que ces matchs-là, souvent, c'est des matchs très difficiles à jouer. Donc nous, on est focalisé sur ce qu'on doit faire sur le terrain. Donc je pense qu'avec tous les moyens qu'on a, on est prêt à mettre ce qu'il faut pour gagner ce match. Et on va tout donner, Inch'Allah. Je pense que c'est ça un groupe. Quand tu es dans une équipe, quand tu es sur le banc ou tu es sur le terrain, tu joues 5 minutes, 3 minutes, 30 secondes, il faut être toujours prêt. Donc c'est pour ça qu'on dit l'équipe nationale du Sénégal. Donc on est des gagnants. Donc moi je suis toujours prêt pour jouer ce maillot. Vainqueur 4-0 à l'aller à Dakar, le Sénégal, leader du groupe B, est attendu pour confirmer sa suprématie devant le Soudan du Sud ce vendredi lors de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Et puis en mode basket du lourd, au menu des Lions de basket à Porto Rico au tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2026. États-Unis, Italie, Nouvelle-Zélande, Espagne et Porto Rico, le groupe de la mort pour le Sénégal, 4e du dernier Afro-Basket féminin. À suivre donc dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée, mais restez avec nous dans un instant. Nous recevons notre invité du soir, Soir d'Info.